Bonjour les amis, aujourd'hui je reçois Wilson, on va parler de l'entrepreneuriat en général. Vraiment cette vidéo est très intéressante parce qu'ici on parle des sujets de la diaspora africaine. Pourquoi est-ce que la diaspora africaine de retour en Afrique ne réussit pas? Il parle de la désunion, il parle du fait que les gens ne veulent pas commencer tout petit. Il dit les personnes veulent investir par exemple, il prend l'exemple simple dans une boulangerie, mais il ne veut pas commencer par acheter le pain, ensuite vendre du pain, c'est-à-dire vraiment commencer de suivre un processus par arriver au bout. Vraiment cette vidéo est très édifiante et il explique vraiment clairement comment une personne, s'il veut réussir dans l'entrepreneuriat, doit se tenir ou doit se comporter. Donc vraiment, je vous souhaite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, ça vous donne des prédispositions que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans l'investissement en Afrique. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, cette thématique t'intéresse, un seul mot, abonne-toi. Je t'offre totalement et gratuitement en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir et de promouvoir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Je suis avec Wilson, donc Wilson, je laisse te présenter pour qu'on puisse te connaître. C'est vrai, j'ai déjà présenté au début de cette vidéo, mais je laisse te représenter. Ouais, vas-y, tu peux te présenter, Wilson. Moi, c'est Wilson. Je suis un entrepreneur dans l'agrobusiness et aussi dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Et aussi, j'interviens dans beaucoup d'autres projets un peu dans le domaine en fait de la technologie. D'accord, c'est bien, c'était très bien présenté. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, dans mes vidéos, généralement, je prône du fait qu'il faut essayer d'entreprendre d'abord là où on réside. Parce que je pense que si beaucoup de personnes rentrent en Afrique se casser la gueule, c'est parce qu'ils n'ont pas cette fibre entrepreneuriale. La majorité, généralement, sont des salariés. Bien que grâce à la monnaie, à la forte monnaie de l'euro ou bien du dollar, qui rentre en Afrique, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Du coup, ils pensent qu'ils peuvent investir tout seuls alors qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience. Du coup, ils commencent à investir, perdent de l'argent. Donc, pour commencer rapidement, directement, est-ce que toi, tu penses qu'une personne qui veut investir, qui vit à l'étranger, soit en Europe, soit aux États-Unis, lui, par exemple, s'il est débutant dans l'investissement, tu trouves que c'est mieux pour lui de commencer là où il réside ou bien c'est d'aller directement investir en Afrique? Déjà, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que on investit là où on mange. Parce qu'ici, on a l'amabilité, ou si on a ce qu'on appelle ici l'œil ouvert, en fait, c'est ce qu'on est en train d'investir, en fait. Parce que lorsque on vit quelque part, on connaît mieux les problématiques de la chose que où l'on est quitté, ça fait 10, 15 ans, 20 ans. Ok. Où l'on va peut-être on va faire 2 jours, 1 semaine, 1 mois. On entend juste la problématique, mais on ne la connaît pas mieux. Même sur une étude approfondie via les cabinets comme ça. D'accord. C'est nous qui pouvons mieux calculer ici, en fait, le débit de la problématique ici, de fond en comble. Maintenant, lorsque nous revenons à la question, si nous vivons à l'Occident, nous voulons aller investir en Afrique, parce qu'à Sénégal, c'est tout à fait normal là-dessus. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour maîtriser en fait les rouages de l'investissement en fait dans le pays, dans ce pays en fait. Et nous qui sommes ici, nous vivons ici, pourquoi est-ce qu'on quitte, on y va se mêler à ceci lorsqu'on n'a pas encore compris la problématique réelle de la chose? Vous savez, j'ai décidé d'investir ici. Et maintenant, lorsque nous investissons ici et qu'on réussisse dans un domaine bien précis dans lequel on a investi, on transporte en fait ici ce business plan qui a marché ici, on le ramène en Afrique, on le sait en fait de l'ajuster. L'adapter quoi, le contextualiser. Ouais. Dans le contexte entrepreneurial de l'Afrique. Et on peut arriver, lorsqu'on veut l'adapter, ça ne marche pas. On revient encore au modèle économique en fait, avec ce qu'on a investi ici en Occident, en Afrique, on revient avec le même modèle. Et on recommence à réinjecter un peu ce que l'on a investi de l'autre côté en Afrique, de telle sorte qu'on essaie de retrouver le juste modèle. Parce qu'en fait, si tu veux, lorsqu'on rentre investir en Afrique, on se dit parfois que lorsqu'on va arriver, on serait comme des petits Jésus. Ben que non, on ne sera pas comme des petits Jésus. Il y a des gens qui font déjà dans ce que nous voulons faire. On ne viendra pas faire quelque chose qui n'existe pas. Et lorsqu'on vient faire quelque chose qui n'existe pas, c'est un très mauvais signe. On va juste venir réadapter en fait ce qui existe et amener notre touche particulière. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de nous démarquer. Oui, bien sûr. Quand on s'est démarqué, on va constater en fait qu'on aura une niche bien particulière. Et c'est grâce à cette niche en fait qu'on va se dire, tiens, j'ai investi.
Mais si tu es au niveau du fait aussi que, est-ce que tu penses aussi que peut-être, du fait qu'en Afrique, on n'a pas un environnement stable, on n'a pas une stabilité économique, on voit au Sahel, comment ça marche, même au Cameroun, Camerounais, on voit Boko Haram, on voit le sud-ouest, le nord-ouest, ouais, les guerres. Est-ce que c'est pas aussi le fait que la stabilité économique, la stabilité sécuritaire en Europe est déjà présente? Donc c'est beaucoup plus intéressant d'investir. Bon, en Europe c'est vrai, mais aussi aux États-Unis, partout, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que cela n'explique pas aussi le fait que c'est beaucoup plus intéressant d'investir ici avant d'aller en Afrique? Parce qu'on sait déjà qu'au niveau de la stabilité économique, la sécurité et tout le reste, c'est pas ça. C'est plus risqué, quoi. Non, c'est normal, mais le problème, c'est juste qu'il faut savoir qu'en fait, la part du gâteau en Europe, il est très grand. Ok. Et le terrain, il est très vierge, en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes prennent le risque de... Ici, moi, si je te posais la question, quel est le domaine que tu penses que tu vas investir ici où ça n'a pas encore été ciblé, où ça n'a pas encore été préparé dans 10 ou 20 ans, ou 30 ans, 50 ans? Ici, aujourd'hui, je te dis que les 3 besoins fondamentaux, à savoir le manger, se soigner, se vêtir en Afrique, ne sont pas encore comblés en ce qui concerne le domaine d'investissement, tu vois vraiment. Oui, je sais, effectivement, oui, je sais, parce que je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, tu connais ça? Non? Ouais, parce que oui, en économie, ouais, c'est bien quand tu parles, parce que des fois, on aime souvent dire, les investisseurs disent que quand tu veux investir, il faut commencer par les besoins du bas avant de monter. Ça veut dire, les besoins physiologiques sont les besoins où il faut d'abord investir. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, qui sont l'immobilier, le logement. Ensuite, il y a les besoins d'appartement. Au fur et à mesure tu évolues, au niveau de ton investissement, tu touches une catégorie de personnes. Donc, en Afrique, encore, je peux dire, comme j'étais en tournant au bas, tu vois, peut-être qu'au besoin physiologique, il y a des familles qui n'ont pas de l'argent et tout ça peut investir. Mais, est-ce que aussi, l'effet, je peux dire, au niveau de l'expérience, parce que j'aime toujours dire l'expérience, parce que là, c'est tout ce que l'entrepreneuriat n'est pas fait tranquille. Est-ce que aussi l'expérience peut expliquer l'échec d'une personne qui va directement investir en Afrique sans te faire investir là où il réside? L'expérience. L'expérience. Parce que il faut savoir une chose, c'est que une personne, je répète encore, parce que la majorité des personnes qui partent investir sont des salariés. Parce qu'il faut le dire clairement. Oui, il faut qu'on se le dise clairement, parce que du coup, ils ont pris une habitude de vie. Mais on sait tous qu'un entrepreneur, sa vie, c'est pas 8 heures par jour. Tu vois, est-ce que aussi ce fait qu'il n'a pas d'expérience, donc du coup, peut-être le gars, il continue à travailler 8 heures par jour, pourtant il doit travailler beaucoup plus. Et ça n'explique pas ça également le fait qu'en Afrique, ils échouent en Afrique. En fait, déjà, quand ils quittent ici, il faut savoir que lorsqu'ils arrivent pour investir en Afrique, ils pensent qu'ils vont investir pour devenir riches. Bon, ils doivent déjà oublier ça. C'est ça qui fait que lorsque beaucoup arrivent déjà, ils se cognent la tête. Parce qu'ils viennent investir parce qu'ils veulent devenir riches. Il faut qu'on se dise la vérité que lorsqu'ils quittent ici l'Occident pour descendre en Afrique, ils prennent pour leurs économies. Certains ont fait des épargnes de 10 années, 20 années. Oh, à peine des 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et lorsqu'ils les prennent, ils vont en Afrique, ils le jettent directement comme s'ils venaient dans l'eau, jeter de la maison pour avoir des poissons là. Et c'est ça le problème, c'est que l'expérience qu'ils ont eue en Europe, en fait, c'est pas dans le même contexte social. C'est pas dans le même contexte économique. C'est pas dans le même contexte, en fait, socio-culturel. C'est tous ces arguments, en fait, nous surtout ces encabus, en fait, qu'on doit prendre, qu'on doit mettre en évidence, en fait, lorsqu'on revient en Afrique. On doit se dire qu'en Afrique, c'est notre contexte. Mais la résilience, en fait, la force et la détermination qu'on a eue en Europe en étant entrepreneur ici, ça peut être bénéfique pour nous là-bas. Mais on doit savoir, en fait, qu'il y a des gens ici, en fait, des blocus qu'on va avoir, qu'ici en Europe, on n'avait pas. Je vais commencer seulement avec la papyrus. Blocus. Ouais. Si tu es quelqu'un qui n'est pas déter, ben voilà, tu vas abandonner. Donc, des gens doivent comprendre que l'expérience qu'on a ici, c'est une plus-value, oui, je l'accorde. Mais lorsqu'on va en Afrique, en fait, on doit comprendre qu'on ne vient pas investir parce qu'on veut être riche, non. On vient investir parce qu'on a la passion de développer, en fait, sa contrée. Et lorsqu'on développera sa contrée, et qu'en ceci, on trouvera, en fait, la joie dans ce confort. On ne sentira pas, on n'aura pas le sentiment de travailler. À ce moment, en fait, vous allez voir que des petits moyens financiers viendront à vous. Pourquoi? Parce que vous avez écrit votre nom, en fait, dans le domaine dans lequel vous investissez. Vous voulez venir investir parce que vous avez 100 000 euros sur quelqu'un qui a 30 000 euros en Afrique, qui est là depuis 25 ans, parce que vous avez 100 000 euros, vous venez investir, vous venez de chasser, de dégager pour être de leader? Ben non. C'est pas l'argent qui rend leader en Afrique lorsqu'on vient investir. C'est des stratégies. Et les stratégies, en fait, s'obtiennent ici sur ton storytelling entrepreneurial en Afrique. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Moi, je descends en Afrique parce que je vais investir dans le domaine de la boulangerie. J'arrive parce que j'ai 200 000 euros. Je vais ouvrir une boulangerie qui va battre toutes les autres boulangeries, je crois. Maintenant, je me colle la tête dans le mur. Je dois rentrer en Afrique, commencer à être un acheteur de pain. Lorsque je me lève le matin, je vais acheter le pain même dans 10 boulangeries pour voir comment ça se passe. Je me mets à côté, je vois des gens acheter, j'observe.
Je pose les questions, je suis ami avec les gens. Oui, mais tu demandes à une personne qui vit une belle vie en Europe de commencer dans le trou, c'est ça que tu dis. C'est ça, justement. Mais les gens ne sont pas capables. Si tu as vécu 10 ans, 20 ans, bien une belle vie, belle voiture, tout le reste, et puis tu demandes aux gens de rentrer en Afrique et de commencer comme un piéton, on dit souvent, je suis comme un Bayam Salam, quoi. Arthur, lorsque tu veux écrire ton histoire, pourquoi tu as commencé à l'école à la maternelle? Parce que tu voulais écrire ton histoire, tu voulais aller ascendant, non? Pas descendant. C'est la même chose lorsqu'on revient en Afrique. On accepte en fait qu'on vient se faire une nouvelle vie en fait dans un nouveau contexte socio-culturel, socio-économique. Parce qu'en Europe, on a vu notre vie dans notre contexte socio-économique et socio-culturel. On accepte ça, on vient de la maternelle en fait de l'entrepreneuriat en Afrique. On commence à aller voir quelqu'un qui vend le pain, on regarde, on observe. Après, on achète, on devient revendeur. On marche en route, je vends le pain, qui va acheter. On voit des gens qui s'intéressent, comment ils viennent, comment ça se passe. Quand on vend, qu'est-ce qui reste? Quand ça reste, on fait quoi avec? Après, qu'est-ce qu'on fait? On achète le pain, on met dans un kiosque. On reste derrière, on observe comment le client se comporte. On étudie en fait le comportement des gens. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On part travailler dans une boulangerie où on accepte un petit salaire, pas parce qu'on veut faire quelque chose avec ce salaire, juste on l'accepte comme ça parce qu'on est en fait en train d'écrire notre histoire. On commence à être un livreur de pain. Et lorsqu'on commence à être un livreur de pain, on demande peut-être de voir à travailler peut-être comme le gérant de la boulangerie. Après, on quitte. Je sais pas. En Afrique, lorsqu'on était tout petit, on avait des gens qui venaient du Mali, du Niger, du Nord et tout. Ils venaient gérer des boutiques au quartier. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils venaient gérer des boutiques au quartier. Ah, bien sûr. Nos parents avaient des boutiques ou pas? Ah, bien sûr. Ils arrivaient à gérer des boutiques, on aimait bien acheter le pain, le chocolat et tout chez eux. Pourquoi lorsqu'ils venaient gérer des boutiques, on n'a jamais compris la boutique on les appelait des Makida et tout, la boutique Pourquoi les boutiques n'avaient jamais fait faillite? Et lorsqu'il le gérait 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui se passait? Il fait venir de ses frères. Ah oui, bien sûr. Pendant 6 mois, il repart. Ah, bien sûr, bien sûr. Il repart. Pourquoi lorsque son frère arrive, qu'est-ce qu'il vient? Il devait au début. Au début, son frère va juste faire des achats, il vient, c'est lui qui prend une classe à l'intérieur et tout. Tu sais ce que son frère était chez eux? Il vient écrire son histoire, en fait, dans le domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun. Et c'est à cet instant, en fait, que lorsque son frère part, il lui laisse la boutique, ça ne chute pas. Il va le repasser à une autre personne. Ouais. Parce qu'il a son storytelling entrepreneurial. Et c'est ça que beaucoup de diasporas n'acceptent pas. Mais attends, mais toi tu parles, bon, on parle de storytelling, mais beaucoup de personnes de la diaspora m'ont dit, ils pensent qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont essayé d'investir en Afrique, mais peut-être qu'ils ont essayé de faire comme tu dis, mais ils disent que l'environnement économique est stable. Ils ne donnent pas, par exemple, la corruption, le vol, les lenteurs administratives et tout ce qui tourne autour, les employés qui ne respectent pas les contrats, la justice qui n'est pas justice. Donc, ils disent que tout cet environnement empêche également aux personnes de réussir en Afrique. Donc toi tu penses que cet environnement aussi n'est pas une preuve de l'échec des personnes en Afrique? Ça ne joue pas également un grand pas dans l'échec? Il faut être clair, parce que aussi beaucoup de personnes, moi je connais encore des personnes qui j'ai fait une vidéo en disant qu'il faut investir en Afrique, qui m'a répondu juste dans les commentaires en disant que moi je ne vais jamais investir en Afrique parce que j'ai perdu plus de 70 000 euros avec des voitures au port, c'est bloqué. Une personne comme lui par exemple qui veut investir, oui il veut faire travailler, mais si je me posais la question autrement, je t'aurais dit les investissements, le panneau, le typhoïde, toute autre maladie nous empêche de bien vivre sur Terre. Moi c'est le point comme ça. Quand tu vis pas bien sur Terre, les AVC, les palus, typhoïde, les gastro, tout ça, ça m'empêche de bien vivre sur Terre. Je vais prendre ça comme un début, je vais me coucher, je vais dormir. Non, je ne me vis pas bien. Mais je dois me battre bien vivre. Ouais. Ça veut dire quoi? Lorsque tu arrives, tu essaies de comprendre le contexte socio-économique. Et pour le comprendre, en fait, il faut partir en fait dans les coins et recoins. Les coins et recoins, c'est aller dans des endroits, même les plus bénignes en fait, où ton produit est vendu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont commencé à être industriels au Cameroun, mais qui ne connaissent même pas la dernière personne qui consomme le produit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recoin où les produits sont vendus, peut-être je vais prendre dans quoi? Peut-être fait dans une boisson. Sa boisson est consommée en fait même par des gens qui n'arrivent pas à avoir 1 euro par jour pour vivre. Peut-être parce qu'ils arrivent à un événement, je ne sais pas trop, dans des villages, dans des coins de recoins. Est-ce qu'ils sont déjà allés là-bas? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils arrivent dans des coins de recoins pour voir comment est-ce que le produit est apprécié? Juste en haut, ils veulent que les choses se passent. Ben non, à chacun sa politique. Tu dois te créer une stratégie et des politiques propres à toi pour ton produit. Ça veut dire que va en bas, comme ça, même demain quand l'histoire serait têtue, les faits seront là. Les gens diront que bon, frère, monsieur, que vous voyez, il y a cela 10 ans, quand il est venu ici, il vendait ici au marché avec nous. Il avait une glacière. Ok, moi je t'écoute très bien. À t'écouter, c'est comme si on dirait que l'échec de la diaspora en Afrique, c'est la cause de la diaspora. On a l'impression que les gouvernements africains n'ont pas aussi une grande responsabilité. Moi, je parle par exemple en Inde, par exemple. En Inde, ils ont créé quasiment un ministère avec une police. Ils disaient une police pour la diaspora. C'est par exemple, si toi tu venais investir en... Oui,
Oui, par exemple, oui, effectivement, parce que en Inde, si tu sais, en Inde, par exemple, si tu venais à des diaspora investir et que tu avais un problème, c'est pas la police que tu connais, que tout le monde appelle, mais c'était une police précise, parce que tu savais que la diaspora est important pour demander un pays. Mais est-ce que tu penses donc que ce type de projet, par exemple, qui a été mis en Inde, peut-être en Afrique, si le gouvernement mettait une cellule précise pour la diaspora devait revenir, parce que la diaspora envoie des milliards en euros chaque année en Afrique. Mais ces milliards sont consommés, on le sait, c'est pas pour... Je vais être un peu correcteur, je te dirais un truc. En fait, je ne sais pas sur la diaspora, mais je dirais c'est ça. Et comment on peut bien? La diaspora a un problème. Le problème de la diaspora, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils veulent être des Samuel de tout. Attends, mais quand tu dis Samuel et tout, ça veut dire quoi, être Samuel et tout? Lorsqu'ils arrivent, pour les détacher, en fait, le tapis rouge, ouais, on commence à crier, il est venu, c'est lui qui va investir dans mes événements. Mais l'État peut faire ça. Peut-être pas la population, mais l'État au moins doit faire ça. L'État ne le fait pas présentement. Il est temps en fait que la diaspora se réveille, ils comprennent qu'ils sont en fait un bras séculier de l'État. Je t'explique. Est-ce que tu sais que il est temps en fait, il y a deux aspects sur lesquels déjà la diaspora en fait, s'ils veulent avoir leur mot à dire en Afrique, ils doivent s'appuyer. Il y a un aspect économique et l'aspect politique. Je m'explique. Je commence par l'aspect économique. Il est temps que la diaspora crée ce qu'on appelle la banque d'investissement de la diaspora africaine. C'est quoi le rôle de cette banque d'investissement de la diaspora africaine? Le rôle de cette banque, c'est que nous, les diasporiens, nos économies, nos épargnes que nous avions, nous les gardons plus ici. Mettons-la dans la banque d'investissement de la diaspora africaine. Tu sais le rôle de cette banque? Non. Lorsqu'on pourra mettre de l'argent dans cette banque et on prendra une figure emblématique qu'on placera au-dessus de la chose. Banque d'investissement de la diaspora africaine. Cette banque nous permettra que lorsque nous voulons investir en Afrique, peut-être construire un immeuble, comme certains en construisent peut-être en 30 ans, 50 ans, et parfois ils n'ont jamais fini l'immeuble. Lorsqu'ils ont 10 000 euros aussi, ils envoient, et lorsqu'ils ont 5 000 euros, ils envoient. Si moi je suis membre de cette banque, je peux prendre un crédit, je construis ma maison en Afrique, et lorsque c'est construit en un an, et l'entrepreneur c'est toujours un diasporien, qui aussi a ses comptes dans la banque d'investissement de la diaspora. Et lorsqu'en fait l'immeuble est sorti en un an, parce que la banque suit le projet, je commence à remettre mon crédit. Une partie peut venir des fonds de l'immeuble, ce que ça ramène. Une partie de mon salaire que je gagne ici, je remets le crédit, mais je vois au moment mon bien en train d'être produit. Et quelle est la force de cette banque d'investissement de la diaspora? Cette banque, en fait, permettra que lorsque beaucoup de nos dirigeants africains qui viennent ici à l'étranger dans des banques, au FMI un peu de partout, pour demander en fait des prêts, nous, avec cette banque d'investissement de la diaspora africaine, on pourra les faire des crédits. Et lorsqu'on les fera des crédits, et lorsqu'on les fera des crédits avec notre argent, à ce moment, comprendront qu'on aura notre mot à dire. Mais ce que tu dis, c'est beau sur le papier, c'est très beau. Oui. C'est très beau à comprendre quand on dit banque d'investissement de la diaspora africaine. Mais comment on établit ça? Très bien. Il est temps alors que tous ceux qui ont fait des études, qui ont trait à ce domaine, s'asseyent et créent ce qu'on appelle une figure emblématique et un consortium. Et on s'engage. Si on a créé le FMI, si on a créé des autres banques en fait d'investissement en fait de la diaspora, la banque d'investissement en fait des États-Unis, des grosses autres banques ici en Europe en fait qui ont été créées, des consortiums bancaires qui ont été créés. Pourquoi pas nous? Alors que nous sommes des bras séculiers pour beaucoup ici dans l'économie européenne. Il est temps qu'on le pense. Et si on ne pense pas, c'est qu'il y a l'État africain qui faut rejamber ici face à notre mise sur pied d'un projet, parce que nous serons accompagnés par une banque en fait, il y aura la même mise en fait dans beaucoup d'États en Afrique. Et à ce moment en fait, on peut créer ce qu'on appelle ici des ponts entre les assureurs européens et les banques européennes et cette banque d'investissement de la diaspora, parce que notre argent est bien ici. C'est qu'on ressent nos salaires. Oui, bien sûr. Lorsqu'on créera ces ponts, ils comprendront en fait qu'à ce moment, c'est un... Oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est à ce moment tu penses que dans le domaine politique, on aura notre mot à dire. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'États en Afrique, il serait temps que cette banque aussi investisse, ne serait-ce qu'en fait dans des autoroutes. Et maintenant, on voit comment récupérer notre argent, comment le payer. Mais après, ça revient à ce qu'on dit souvent que un pays, c'est vrai, tu parles bien, mais on sait tous que le politique pèse gros dans l'État. Ça veut dire qu'on peut bien créer une banque d'investissement, oui, c'est bien beau, tu vois. Mais le politique doit suivre. Maintenant, c'est bien ce que tu dis, c'est très bien beau, mais il y a plein de pays en Afrique comme le Cameroun, par exemple, la double nationalité n'est même pas acceptée. Bon, après, c'est vrai, on dit, ils mettent des mesures en place pour attirer la diaspora. Oui, il y a des mesures, mais concrètement, on ne voit pas la réalité de cela. Donc, ce que tu dis, c'est bien beau, mais si les gouvernements africains sont réfractaires de cela, tu penses vraiment que même si on crée une banque d'investissement de la diaspora africaine, ça peut marcher? Tu penses vraiment ça? Parce que n'oubliez pas que les politiques aussi en Afrique, parce que vous savez que la diaspora impacte beaucoup les politiques. Donc du coup, il y a beaucoup de politiciens en Afrique qui peuvent écarter la diaspora parce qu'ils savent que la diaspora, ils ont notre vision, ils ont une autre manière de voir les choses.
Et du coup, ils s'écartent. Tu sais pourquoi nous écartent? Pourquoi? On n'a pas essayé. On essaie individuellement. Nous sommes 5 à aller investir dans un projet en Afrique. On aura les mêmes problèmes. On aura la même problématique. Aujourd'hui, elle va comprendre c'est quoi le collab, le featuring. Oui. Il comprendra qu'à cet instant, ils n'auront pas affaire à 5 personnes. Ils auront affaire à une personne, mais qui a 50 personnes derrière. Ok, non, en fait, oui, je comprends très bien. Ce que tu me dis, ça me rappelle une des vidéos que j'ai fait. J'ai fait une vidéo sur les problèmes en fait qu'on rencontre dans la communauté africaine, comme la jalousie et la désunion. Il venait de parler de la désunion là, où il disait effectivement que la désunion aussi peut être un élément qui empêche à ce que l'Afrique se développe. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais mettre là en fiche. Vous allez voir la vidéo en fiche rapidement là. Tu peux continuer. Après, moi, je dirais qu'en fait, si des gens veulent écrire leur histoire de façon personnelle, moi, je n'ai pas de problème à ça. Parce que beaucoup l'ont fait, ils ont réussi. Mais ce que je dirais, en quelques lignes, c'est beaucoup d'humilité. 70% d'humilité lorsqu'on rentre investir en Afrique. Se rabaisser, un peu profond. Lorsqu'on devait vendre un produit, on pense créer un produit, en fait, qui va répondre aux besoins d'un ménagère. Parfois, va au marché, reste au milieu des femmes qui vendent la tomate et discute avec elles comme ça. Crée-toi comme un vendeur. Marche avec elles. Si c'est le tampon que tu vends, tu vois le tampon pour laver les mamies. On va t'appeler papa tampon, marche. Papa tampon. Mais toi, tu sais que c'est pas le tampon que tu as fait de vendre. Mais tu es en train de t'imprimer dans les marchés, en fait, pour comprendre le climat socio-économique. Comme ça, demain, lorsque tu vas mettre tes commerciaux dans les marchés, je connais comment les bails en silence, ça se passe. Si c'est l'eau que tu veux vendre, tu vas comprendre. Que on laisse l'eau, on vient prendre l'argent le soir. Non, je comprends très bien. C'est ce qu'on appelle un climat socio-économique propre à toi. Et lorsque tu vas maintenant lancer ta stratégie, d'ailleurs souvent c'est pourquoi tu as percé. Tu as percé parce que tu as utilisé beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience. Pour arriver au sommet de ce que tu veux. Et c'est ça en fait que je me disais à un ami derrière moi. Je me disais, moi je suis chrétien à la base. Moi je disais à un ami derrière moi que vous savez, Jésus-Christ il a passé 33 ans et demi sur terre. Ouais. Mais dans la Bible en fait on parle beaucoup plus des 3 ans et demi qu'il a passé. C'est 3 ans et demi beaucoup plus sur lesquels on s'appesantit beaucoup. Du moment où c'est baptisé en fait. D'accord. On parle beaucoup plus de ces 3 ans et demi. Non. Parce qu'en fait, il a fait beaucoup d'années, mais ce qu'il a fait en 3 ans et demi a tellement impacté le monde qu'on en parle trop. Et c'est la même chose. Je peux arriver au Cameroun, je peux arriver au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour investir. Je ne vais pas réussir en 2 jours. Je ne vais pas réussir en 10 jours. Toi, tu peux arriver, tu réussis en 2 heures de temps. Je peux faire 30 ans. Ça ne se passe pas comme je veux. Mais 2 ans, j'écris mon nom avec les plus belles lettres en or dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et à ce moment, beaucoup de gens ne connaîtront pas les 30 années que j'ai fait dans le noir. Mais c'est à cet instant que j'ai écrit mon storytelling. Parce que beaucoup diront ce que tu connais. Que, il y a des gens derrière lui. Mais tu sais qui vont me défendre? C'est le bateau. Parce qu'on m'a vu dans les marchés. On m'a vu dans les carrefours avec un plateau. On m'a vu en fait dans les bars. Oui, mais ce que tu dis là, c'est intéressant, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les histoires qu'on dit que François Victor a vendu des arachides, les milliardaires, que c'est les conneries, parce que... voilà, donc il faut le dire clairement, oui, parce que... oui. Ah, mais quand tu dis figure de style, ça me plaît bien quand tu dis c'est figure de style. Voilà. Le monde, les gens ont toujours pris ça de... Voilà, les gens ont toujours pris ça. Comme vérité. Et ça, c'est le paresseux en fait qui le prend comme ça. Moi, je prends toujours l'exemple de mon mentor, le feu là, ça même Chongwa. Dans son livre, ici, à la mesure de mes pas. La mesure de mes pas, ici, lorsqu'il parle ici de ses débuts entrepreneuriales, il dit ceci. Il dit qu'en fait, j'ai été acheteur, j'ai été revendeur, j'ai été distributeur, j'ai été grossiste, et après, je suis devenu industriel. Tu comprends en fait qu'il y a un processus. Ouais. Il a acheté le produit, il dit, tiens, c'est bien. Il a été revendeur, il a acheté 2, il a été vendre, s'il a ses 25, il prend. Il a été grossiste, il achète peut-être 2, 3, il donne à ceux qui vont aussi aller revendre. Il a été industriel parce qu'il a compris que dans ce produit qu'il est en train d'acheter et de revendre, il y a matière à se faire. Tu comprends parce que... Ouais, je comprends très bien. C'est ça donc maintenant que ces gens peuvent maintenant dire que si peut-être c'est dans les arachides qu'il avait réussi, il vient dire que j'ai vendu les arachides. Est-ce que c'est faux? Quand il dit que j'ai été vendeur, j'ai été acheteur, j'ai été cultivateur, est-ce que c'est faux? S'il a commencé à vendre les arachides, il va en plateau, il voit que lorsqu'il rentre le soir, il a peut-être 5 000, il a peut-être 2 000, il a peut-être 1 000 francs. Il dit, tiens, ça donne. Il peut acheter à l'ouest des sacs d'arachides et revendre à ceux qui vendent les arachides. Il dit, on va se faire le sac à combien lorsque vous voulez bouillir pour eux. Il dit, on va à 10 000. Il dit, 9 000. Et vous vendez, vous venez me donner l'argent après. Qui ne voudrait pas de ça? C'est comme ça qu'il monte. Après, il part, il achète des terres où il cultive. C'est ça, le processus. Et tu sais où beaucoup de gens arrivent, les gens de la diaspora, ils arrivent, ils veulent être industriels. Mais puisque à longueur de journée, c'est ce qu'on répète sur Internet, qu'en Afrique, il y a manque d'industrie. Il y a manque d'industrie.
qu'on cultive déjà. Je vois d'autres personnes qui disent même qu'il y a tellement d'aliments, de fruits en plantation que, mais comme il n'y a pas d'industrie, ça pourrit. J'écoute ça beaucoup aussi. Moi, j'aime du théâtre. Je vais prendre un exemple simple. Ouais. Je connais Ouais, bien sûr, Bitacola, tout le monde connaît Bitacola. des gens qui vendent de Bitacola, c'est des plateaux qui marchent. Oui, bien sûr. Tu sais à peu près combien de Bitacola tu vas avoir dans le plateau? Non, mais bon. 200, je sais pas. Seulement 500. Ok. Tu sais combien coûte un Bitacola? Je crois que c'est 25. Hein? Oh. À 25. Mais c'est pas 25. Et parfois, ils rentrent le plateau vide tous les jours. Tu sais combien coûte le spray Bitacola? 100 petits sacs comme ça. Une hauteur de. C'est des sacs de. C'est des sacs de 50 kilos. Tu sais combien de pièces? Non. Donc, il faut prendre donc là, les 300 à 400 euros, ça. 300 à 400 euros. Mais son plateau comme ça, ce qu'il va. Il quitte peut-être de kilomètres. Du kilomètre 14. Il va loin jusqu'au port. Il revient à pied. Parce qu'il va y revenir voir son plateau vide. Tu penses que quelqu'un qui fait un métro pour le parler? Quelqu'un qui va se faire un bureau pour le parler? Et demain, tu penses que le chiffre d'affaires qui va se faire sur une durée de 5 ans? S'il décide de mettre deux snacks sur la ligne où il marche, chaque fois que là, son snack marche bien, il avance. Mais là, je suis en train de revenir en disant que donc, tu es en train de dire donc que le problème des diplômés en Afrique, c'est leur diplôme, c'est ça? Je ne pas dit que c'est le diplôme. Le problème des diplômés en Afrique, en fait, c'est du fait qu'ils savent passer, résilier, se rabaisser, être humble, pour comprendre le processus que le cheminement en fait dans un domaine avant. Ok, d'accord. Mais également, donc, tu demandes également à une personne de la diaspora qui travaille déjà, qui a un CD bien, d'ailleurs en Afrique fait ce genre de choses, de commencer comme ça. Mais c'est le salaire payé. Son absence au pays, c'est le salaire payé. Parce que lui, il veut faire ça pour être au niveau de qui? Ok. Dis-moi, il faut pour être au niveau de qui? Oui, bien sûr, il veut peut-être. Au niveau de qui? Non. Il veut. Imagine un entrepreneur. Ouais. Quand il vient faire dans un domaine, déjà je t'ai déjà attaqué l'autre, le domaine qu'il vient de faire, il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font la fin. Il n'est pas le seul. Lorsqu'il me dit, il veut être au même niveau que ceux qui sont restés au pays, ça fait 35 ans. Parce que tu as fait 20 ans dehors, tu as beaucoup d'argent que moi, tu reviens, tu veux justement être à mon niveau. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les rouages du domaine, on les maîtrise. Et parfois, dans le domaine, il est en train de vouloir s'aventurer. Nous, on a ce qu'on appelle en fait l'exclusivité. D'accord. Ça veut dire que même dans la matière première, peut-être les gens qui sont des gens déjà à l'exclusivité. Mais c'est quand il va être vendeur, distributeur, revendeur, grossiste, qu'il va comprendre que tiens, le domaine où je rêve être industriel en haut là, il y a des gens qui ont déjà l'exclusivité sur la matière première. Ouais. Cet instant, il va comprendre qu'il faudrait qu'il trouve sa personne. Mais s'il veut directement venir être industriel, il va se connaître dans le domaine. D'accord. Il n'a pas travaillé sans bâcher, il n'a pas travaillé en fil circuit. Bon, moi, je t'explique clairement parce que moi, par exemple, c'est vrai, moi, je me suis lancé sur YouTube parce que ils sont en train de vouloir mettre en place, effectivement, parce que tu disais clair, j'ai commencé beaucoup de projets en Afrique et tout le reste, mais j'ai vite compris qu'en étant tout seul, ça va être très compliqué. Donc, moi, je me suis lancé sur Internet, même sur YouTube, parce que mon but était de créer un club business. Et c'est on est en train de travailler dessus avec mon partenaire, on va créer un club business, effectivement, en Europe, où on va permettre aux gens de pouvoir s'unir pour travailler. Mais est-ce que tu penses pas que peut-être c'est ça aussi le problème de la diaspora, c'est que les gens veulent investir et faire des projets, là on va voir en Afrique ou en Europe, mais ils sont tout seuls, et du coup ça fait qu'ils n'avancent pas. Est-ce que ça aussi n'explique pas le fait que la diaspora africaine ne réussit pas effectivement à le projet, parce que en Afrique généralement les gens veulent gagner tout seuls. Ils oublient une chose, c'est que quand tu investis dans un projet, quand vous êtes nombreux, le risque est partagé, le travail est partagé, donc c'est facile de pouvoir aussi grandir. Mais le fait que les gens veulent tout seul, cela peut-être pose problème. C'est pas ça le problème. C'est pas si. Ouais, c'est un frein parce qu'on dit bien. Seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ça c'est tout seul. Tout seul aussi, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est tout seul, c'est une seule vision. Lorsqu'on est 5, c'est 5 visions. Ouais, c'est clair. Visions, en fait, qui sont tamisées. Et lorsque c'est tamisé, on obtient en fait une vision en fait bien tranchante. Parce que la vision, c'est ça ta percée. C'est ta vision qui te permet de percer. Lorsque la vision elle n'est pas tranchante, tu vois, après ça tombe en fait. Et lorsque vous êtes 5 en fait, c'est 5 visions réunies en fait, qui ont été bien affinées, vous allez un peu très loin. Mais maintenant le problème qui se pose en fait, c'est qu'on est pressé pour le gain. Parce que ce que je vois des gens souvent qui sont séparés en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dit, bah tiens ça me coûte déjà trop et j'arrive plus à joindre des bouts chez moi. Je parle des gens qui s'unissent en diaspora pour... Oui, bien sûr. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens ici, ils comprennent pas que il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond comme lorsqu'on prépare un gamin qui n'est jamais allé à l'école. On le prépare, en fait, que tu vas commencer à aller à l'école. Il y a un travail de fond.
Et ce travail de fond que les gens ils prennent à la légère. Parce que la vision, lorsqu'elle est bien affinée, elle est bien orientée, les stratégies sont mises en place, on comprend qu'on n'a pas droit à l'échec. Et même en cas d'échec, on va redoubler d'efforts en fait pour pouvoir percer. D'accord. Les gens n'ont pas en Occident. Et je crois que ça vient de la culture où nous venons. Parce que la culture où nous venons, c'est solo. Ouais. Le matin, il veut juste qu'on dise que voilà, on aime bien des best-sellers. On n'aime pas les consortiums, on n'aime pas le système de start-up, ça vient d'arriver chez nous. Et jusqu'à présent, c'est toujours un bluff. Voilà, moi, je dirais comme ça. Mais, Pourquoi? je dirais que c'est un bluff parce que c'est des mots qu'on a pris en fait pour anéantir des Africains. Et pourquoi? Sinon, je dirais que ma grand-mère qui a vendu au marché, c'est une start-up. Ouais. Après, Je dirais que tous les bails dans le marché, c'est des start-upers. Je dirais que tous les papas qui ont commencé à vendre au marché, après ils ont eu des conteneurs, après aujourd'hui, c'est des start-upers, je dirais ça. Parce que c'est un mot qu'on a pris en fait pour aboutir certains enfants qui se lèvent un matin, quelqu'un ne paye pas payer une chambre, il ne peut même pas déjà bien même se nourrir, mais il demande aux gens de lui donner l'argent, alors que son propre père n'a jamais eu 5 millions, mais lui il veut qu'on lui donne 50 millions pour qu'il mette dans un projet. Alors que son propre père qui l'a acheté n'a jamais arrêté 5 millions. Lui, il n'a jamais eu 5 millions pour louer 1 million, mais il faut qu'on lui donne 50 millions parce qu'il soit disant il a mis le mot start-up devant. Non, va au marché. Si ta start-up, c'est dans un domaine bien précis, commence petit. Et nous, on va passer chaque matin, on va te voir, on va te dire, tiens, il y a un petit cadre, quelque chose. ah mais oui, et ce que tu dis dans mes vidéos, je le dis tous les jours, que des fois les gens en fait ne comprennent pas ça également. J'ai fait vidéo dessus où je disais qu'il y a les gens qui, s'ils vont sur YouTube, on dit tes projets avec 50 000 francs, tu peux gagner 20 000 par jour, ils sautent là, parce que les gens veulent avoir vite de l'argent, mais ils commencent pas, qu'on ne comprend pas. Ou une personne vient faire un projet, il dit que j'ai pas d'argent, mais plutôt pour aller faire un petit boulot, il essaie de s'autofinancer, et souvent c'est ça qui pose problème. À l'époque, mes parents n'avaient pas besoin de ça. Ils ne connaissaient pas ces mots. Ils commençaient tout petit, ils gagnaient à peine, même ce qu'ils gagnaient ne permettait même pas de joindre les deux bouts dans la maison. Mais avec le temps, puisque la vision était propre, les gens le voyaient, il y avait de la persévérance. Lorsqu'il allait maintenant à la réunion, il dit peut-être je vais tel son. On n'hésitait pas à lui demander, il ne venait même pas à quelqu'un en gage. Pourquoi? Il sait qu'il fait dans ça, ça fait 5 ans. Il n'a jamais loupé un jour de cotiser à la réunion. Pourquoi ne pas lui donner l'argent? C'est comme ça qu'il s'est évolué. Mais aujourd'hui, quelqu'un n'a même pas commencé. Il te montre juste que des paperasses. Il dit donnez-moi l'argent, je vais investir. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois au travail, du bas échelle jusqu'au haut. C'est ça. Et même si tu vas appeler ça start-up et tout, c'est toi la start-up. C'est pas la paperasse. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être... Parce que j'ai prévu une vidéo dessus où je vais parler de l'entrepreneuriat et l'entrepreneur. Parce que j'ai une vidéo prévue dessus. Mais est-ce que pour toi, il y a une différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneur? En fin de compte, ça peut dire, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Est-ce que tout le monde est prédisposé à faire de l'entrepreneuriat? Alors, moi, je te réponds de façon très simple. Je sais pas, je t'ai demandé de me citer les 10 meilleurs joueurs, enfin, les 5 meilleurs joueurs Ouais. des 5 Coupes du Monde précédentes. Tu peux facilement les citer, non? Si tu regardes bien ta mémoire, tu vas facilement les citer. Oui, peut-être. Tu peux me citer les 5 meilleurs joueurs ou les 16 équipes qui ont rapporté les 5 dernières Coupes du Monde. Oui, en fait, c'est vrai que tu peux citer facilement. Oui, parce que tu peux dire oui. Ouais. Les 5 dernières équipes qui ont perdu à la finale de la Coupe du Monde. Ça serait un peu difficile. Tu vas citer souvent le vainqueur, mais le perdant, c'est un peu chaud. Si je demande même de me citer le troisième, en fait, les 5 dernières équipes qui ont été troisième ou les 16 éditions de la Coupe du Monde passée, Ouais. ça serait difficile. Parce qu'on ne retient que quoi? On ne retient que les gagnants. Ouais. En fait, tout le monde ne va pas être le gagnant. Tout le monde ne va pas être le leader. Mais c'est chacun qui doit savoir si est-ce que le leadership sommeille en lui. Et si le leadership sommeille en toi, fais ressortir le leadership qui sommeille en toi et mets-le aux yeux du monde pour que le monde en profite. Mais dire que tout le monde ne peut pas l'être, c'est un peu osé. D'accord. Parce que je te poserai la question, comment c'est identifié que je le suis ou je ne le suis pas? C'est un appel? C'est un appel? Est-ce que c'est une divination? Non. Chacun peut être en lui, mais certains ne le ressortent pas. Il Ouais. faut que chacun s'examine profondément et le dit, est-ce que j'ai un leadership entrepreneurial qui sommeille en moi? Je dois le faire ressortir, tu le ressors, tu réussis, tu as gagné. Mais il faut déjà savoir que le fait qu'on gère déjà un foyer en étant chef de famille, un entrepreneur. Ouais. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez être entrepreneur pour 10, 15, 20 familles via un produit, via un service? C'est ça en fait la problématique, c'est ça la chose. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est le mot à la mode. C'est le mot à la mode. Aujourd'hui, ouais.
Oui, parce que c'est le mot à la mode, mais les gens ne pèsent pas bien ce mot d'entrepreneuriat. Parce que moi, il y a souvent des gens, et des fois, me posent sur la question, quelle est la différence entre entrepreneur, entre investisseur et entre businessman. Parce qu'il y a des gens que être businessman, être entrepreneur et être investisseur, c'est pas pareil. Tu vois? J'ai dit, parce que aussi, j'explique aux gens, parce que des fois, ils ne comprennent pas ça. Quand je dis aux gens que une personne qui fait, par exemple, qui fait du Amazon, ou bien qui fait du dropshipping, on va dire concrètement que c'est un entrepreneur, mais concrètement, si on voit clairement la chose, on va dire que c'est un homme d'affaires ou c'est un commerçant. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand tu fais même du Amazon ou même du dropshipping, tu achètes des produits que tu revends. C'est une bonne expérience. Mais l'entrepreneuriat demande aussi une gestion, c'est des opportunités qu'on veut prendre, ça demande une gestion, ça demande souvent d'investir sur quelque chose qu'on n'est même pas sûr que ça va donner de l'argent derrière, tu vois, et souvent ça demande des gros montants. Et donc, ici on veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils veulent être entrepreneurs ou bien qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup de personnes aussi, il y a un truc que beaucoup de femmes parce qu'ils ne se forment pas. Et je veux revenir sur la formation, oui, moi je veux revenir sur la formation parce que je parle souvent ça dans mes vidéos que si tu veux devenir entrepreneur dans un domaine précis, on met de comme tu as bien éteint la vidéo en disant comment tu bats et puis tu grimpes les échelles petit à petit. Mais également, il faut se former. Il faut se former. Moi je dirais qu'il faut se former. Mais le problème, c'est qu'on doit comprendre que moi je vous dis pas ça. Pour moi, il n'y a pas une école au monde où on y va pour sortir et devenir entrepreneur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Former les bases en tout cas. La différence entre l'entrepreneuriat et l'école que nous allons tous, c'est qu'à l'école, on y va pour apprendre, pour réussir. Le terme entrepreneuriat, première année courante, en fait, on y va pour échouer. C'est lorsqu'on échoue, en fait, qu'on apprend. Et c'est cette peur que beaucoup doivent enlever à nous. Et dans l'entrepreneuriat, on ne vient pas parce qu'on veut être riche. Si après on devient riche, ou on devient best-seller, ou on réussit, c'est parce qu'en fait, on est bien, parce qu'on a réussi, parce qu'en fait, on a su se frayer son chemin, parce qu'en fait, on est élu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on arrive, la meilleure apprentissage de l'entrepreneuriat, c'est pas évidemment genre devenir échoué, non. Il n'y a pas la peur d'échouer, mais et plutôt la peur, en fait, de commencer. Ouais. Parce que lorsqu'on commence, l'action, ça. Il faut commencer. Il veut que la peur de commencer. Il dit la peur de commencer. Parce que cette peur, c'est pourquoi? Parce qu'on se dit, on part sur le lendemain. Ouais, cette peur. Et c'est normal. Lorsqu'on a une famille, on a déjà une charge, on a des crédits à coup et tout, on a cette peur, c'est normal. Mais lorsqu'on est lancé et revenu en arrière, c'est chaud. Ça serait comme si on a laissé 2 ans de sa vie en berre. On est en retard. Ouais. Et donc, lorsqu'on s'est lancé, il faut savoir qu'on va échouer. Et c'est chaque fois qu'on échoue, en fait, qu'on apprend. Ouais. Et lorsqu'on apprend de ses erreurs, on devient en fait peut-être un mentor de ceux qui viennent de derrière. Et il ne sait pas si tu as lu Kiyosaki, parce que ça c'est Kiyosaki qui a dit ça. J'ai jamais lu. Ah, bien. Mais j'ai jamais lu, ok, mais parce que c'est Kiyosaki dans son livre, il parle de ça, il dit effectivement que le problème entre l'école et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que à l'école on apprend que lorsque tu échoues, tu es con, tu es feignant. À l'école c'est ça, quand tu as des notes, on est idiot. Et plutôt à l'entrepreneuriat, c'est l'échec qui fera ta réussite. Donc du coup, c'est cette différence effectivement de concept entre l'entrepreneuriat et l'école. On voit bien que dans les deux cadres, c'est pas pareil, tu vois. L'échec dans l'entrepreneuriat, c'est normal. Au contraire, c'est même très bien. Parce que ça qui te permet effectivement de grandir, tu vois. Et que beaucoup de personnes sont restées dans le fait de l'école où quand ils échouent, ils pensent qu'ils sont nuls. Alors pourtant, c'est pas vrai. La suite, on peut penser que c'est dans la gestion parce qu'à un moment, tu vas te rendre compte que si tu n'apprends pas les basiques de la gestion, tu seras rapidement instrumentalisé, rapidement en fait, parce qu'à un moment, les chics ou un peu voilà. Mais sinon, en fait, dans ce qu'on appelle le canevas même de l'entrepreneuriat propre à soi, c'est sur le terrain. C'est un peu, voilà, c'est comme la voiture, tu vas prendre la théorie, tu prends pas la voiture pour aller en route. Mais toi concrètement alors, une personne qu'on dit qui est salariée, toi tu conseilles quoi? Tu conseilles une personne qui est salariée et qui, disons, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi tu lui conseilles de se lancer directement dans l'entrepreneuriat ou bien du fait d'abord au départ quelques c'est pas peut-être formation, mais d'avoir quelques prédispositions qu'il faut qu'il essaie de voir s'il a cela, on va se lancer, ou bien pour toi, si une personne veut se lancer, il a intérêt à le faire directement. Dis-moi, avec qui tu marches, je te dirais que tu es. Tu commences à côtoyer des gens en fait sur qui ils rêvent. Moi, j'ai des gens sur qui ils rêvent. Ils marchent avec des gens sur qui tu rêves en fait. Et lorsque tu vas marcher avec eux, leur discussion va t'édifier. Après, est-ce que tu commences? Tu peux commencer en fait à entreprendre quelque chose de béni. Même si tu n'as pas de bénéfices tout au-dessus, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a l'équilibre entre ton actif et ton passif, ça va. Juste pour prendre la main.
Et après, tu peux te mettre ce qu'on appelle indépendant complémentaire. Oui, mais est-ce que toi, tu peux pas, si une personne s'est lancée, est-ce que tu peux pas dire quelques prédispositions qu'une personne doit avoir avant de se lancer, de telle manière que s'il n'a pas cette prédisposition-là, c'est peut-être beaucoup plus intéressant pour lui de ne pas se lancer. La prédisposition première, c'est qu'il doit avoir ce qu'on appelle une stabilité familiale. D'accord. Et la plus grande chose lorsqu'on se lance, que ça commence à crier sur nous, c'est quand la stabilité familiale commence à se décliner. On n'est plus stable aussi psychologiquement en fait pour le business. Et là, on devient déséquilibré en fait dans son moral. D'accord. On ne peut pas avancer. Cette stabilité familiale passe par quoi? Il faut que si tu es marié, il faut déjà avoir une femme en fait, qui croit en ton projet. Ouais. Il faut déjà avoir ce qu'on appelle ici une stabilité en fait de ressources financières. Ça veut dire pas avoir assez de crédit en cours, avoir peut-être aussi une femme qui a des revenus et tout, et se créer peut-être ce qu'on appelle un boulot en fait, en back-office, donc en charnière centrale. D'accord. Les charges minimes, même si madame va prendre le relais en fait, tu gères des charges minimes. Et après, pour quelqu'un aussi qui peut, tu peux faire quoi? C'est 12 mois de l'année, travaille 9 mois, et tu prends 3 mois. Tu fais que de l'entrepreneuriat. D'accord. Si c'est un architecte du flash, je prends un exemple. Je reviens sur l'exemple du pain qu'on parle de temps. Je travaille 9 mois en euros. Je prends mes 3 mois, je rentre en Afrique, je vends que du pain. Je suis vendeur de pain. Mais pendant ces 3 mois, il faudrait que je laisse déjà l'argent du crédit de la maison, l'argent du crédit de la voiture, tout. En fait, je ne vends que du pain. Je ne côtoie que des vendeurs de pain. Moi, je avec des gens qui ont des boulangeries et tout. Je viens là, même s'il faut balayer la boulangerie, je vois comment on dépanne les machines, je viens aussi là. D'ailleurs, quand les gens commandent dépanner la machine, ils vont dire, tu es quoi? Je dis, non, je suis balayeur, alors que je suis en train de regarder comment on dépanne. C'est quoi les pannes? Quand ils disent, c'est ça, quelle panne, c'est quoi? Comme ça, demain, lorsqu'on me parlera de la panne, je peux venir dire au technicien, laisse. Je le fais, parce que j'ai vu. D'accord. C'est pas si on comprend. D'accord, donc dans 3 mois déjà pour en fait, dans le chat. Plus lucratif. Ouais. Mais c'est ça un apprentissage. D'accord. En fait, comme première prédisposition, tu as parlé de la stabilité familiale. Comme deuxième prédisposition, tu as parlé de la stabilité financière sur un temps. Oui, tu peux encore avoir un autre, c'est pas un autre élément que tu peux dire comme prédisposition. Par exemple, au niveau peut-être te former sur l'oratoire, leadership ou développement personnel, choses comme ça. Ouais. Il y a une chose aussi, il faut savoir que le monde aujourd'hui, c'est le monde managérial. Ouais. J'ai vu aussi. Avec le temps, tu prends des formations dans le domaine managérial. Il faut savoir que la première formation managériale, il faut beaucoup passer un peu de temps au village. Je m'explique. Pourquoi? Passer ton village pour se former? Je m'explique. Ouais. Au village, tu vas te rendre compte que lorsque tu arrives, il y a beaucoup d'enfants, des gens qui vont te saluer, ils ne te connaissent pas. Ouais. Et si tu commences à être courtois, ils vont te saluer jusqu'à te demander comment va madame, comment va, s'ils ne te connaissent pas. Ouais. Ça vient d'un système de politesse. Tu penses que 2-3 personnes, quelqu'un qui t'a salué 4-5 fois, il t'a demandé la famille et tout. Tu demandes de lui rendre un service, tu vas pas le rendre un service. Ah, bien sûr, ouais. En fait. D'accord. Et parfois, en énervant, on a toujours posé des grandes mères, des personnes, tout, tu t'humilies, tu fais tout ça. Sinon, on prend en fait ce qu'on appelle l'oser en trop de l'humilité, parce que la première disposition en fait, à la formation pour le management, c'est l'humilité. Mais en Afrique, c'est moins que si tu es trop humble, tu es l'ami de tous, on te prend. Ça dépend comme tu mets tes pédales. À quel moment on appuie à fond sur mes freins? Quand on veut s'arrêter, non? Ouais, bien sûr. Mais lorsqu'on n'estime pas, qu'est-ce qu'on fait? Des mi-embrayage, des mi-freins, non? Des mi-embrayage, des mi-freins. Ouais, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut manager, c'est comme des ficelles. C'est comme la gamme dorée mi faso. On n'appuie pas à fond, c'est un peu, c'est comme ça. Et c'est à toi de créer ta gamme. Et ça te fait, tu as un management propre à toi. Et c'est ta gamme propre à toi. C'est comme ça, on ne peut pas t'apprendre ça. Parce que les gens que tu as, ce pas les mêmes gens que j'aurai. Ouais, bien sûr. À chaque type de management propre à toi, à chaque type de personnes que tu rencontres, à chaque type en fait de fonctionnement en fait de la psychologie et de la pensée de cette personne. Ouais. Maintenant, ce qui vient de l'art à toi, tout ça, pourquoi tu veux t'apprendre à parler aux gens alors que tu n'as encore rien choqué? Oui, mais ça peut jouer peut-être, ça peut t'aider dans ton business, parce qu'aujourd'hui la communication c'est important dans le business. Un exemple. Oui, mais on sait tous, moi j'ai dit, non, même pas les connaître les potes, mais quand tu es là oratoire, quand tu sais parler devant les gens, moi je connais beaucoup de personnes qui ont eu des boulots, franchement qui ont gagné des stages de boulot, pas parce qu'ils étaient trop intelligents, mais parce qu'ils parlaient bien, ou parce que, oui, des boulots, mais oui, ça peut être des boulots, mais ça peut être aussi même des contrats parce qu'ils parlaient bien, mais aussi parce qu'ils écrivaient bien. Bon, écris bien, ça on peut trouver quelqu'un. Donc, je mets en même mot. Ouais. Les plus gros bâtisseurs, le plus souvent, n'ont pas été de bons écrivains. C'est pas pour dire que j'emploie les gens n'ont pas des. Ouais, bien sûr. Mais je pense que quelqu'un qui a déjà fait l'Europe, qui a fait il y a du basique. Ouais. Avant de savoir parler, il faut savoir que lorsque la problématique va se présenter, on va faire la formation. Ne prends pas ça premièrement, puis t'attaches. Ça va te faire trop de charges. D'accord.
diminue tes charges. Et j'aime souvent dire dans mes vidéos que des fois on croit toujours qu'on apprend beaucoup des personnes qui ont déjà réussi ou des personnes qui ont déjà atteint un niveau financier élevé, mais des fois on ne se rend pas compte, et je pense que tous les entrepreneurs peuvent le dire, les subalternes, les personnes des fois qu'on ne pense même pas, souvent c'est ces deux là qui sont des idées souvent de business, souvent c'est deux, parce que des fois ils disent souvent que c'est ce type de personnes des fois qui donnent des vraies idées de business par rapport à des personnes qui ont atteint un niveau. Ceux qui ont atteint un niveau, c'est pas que ceux qui ont atteint un niveau ils ne disent pas, ils te conseillent, mais des fois ils vous donnent des conseils, des pics, puis voilà, ils vous donnent des lignes, tu vois, mais ils vous montrent clairement, ils ne peuvent pas vous dire clairement la chose. Souvent c'est des subalternes qui peuvent vous donner des petites techniques. Je ne sais même pas qui tu es. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui s'est débrouillé. Et puis Non, ça t'insulte, mais tu acceptes l'insulte. les insultes, prends, ouais, les données, ouais, c'est vrai. Mais si tu vas venir et jouer ton banquiste, bien ça fait. Tu n'auras pas. Oui, veste bien cravaté et tout. D'accord. Oui, moi je viens de l'Europe, je vais c'est comme ça se passe comment petit. Il va te À te reprendre. Non, c'est vrai, c'est clair. Pour un mot de fin alors, qu'est-ce que tu peux donc dire à la diaspora africaine? Les diasporas africaines, on sait tous, ils ont un rôle important à jouer pour l'Afrique. Si la Chine s'est développée, l'Inde, le Pakistan, le Liban aujourd'hui, on sait tous, le Maroc même, et surtout récemment, avec le système au Maroc, je suis qui a eu on est à près de 1,5 million déjà du crowdfunding, que les gens, en fait, on sait tous que la diaspora est très puissante. Maintenant, comment est-ce que la diaspora, je parle beaucoup des pays, des pays du Sahel, subsahariens, des pays noirs en Afrique, qu'est-ce que la diaspora doit faire? Comment est-ce que la diaspora doit se comporter pour permettre effectivement d'apporter sa part à l'Afrique? Alors, moi, je dirais que la diaspora doit comprendre que eux, ils sont en attaque et nous qui sommes en Afrique, ceux qui sont restés en Afrique, sont en défense. D'accord. Allez acquérir la connaissance, allez acquérir la plus-value et revenir vous associer avec des personnes qui sont dans les domaines déjà bien ancrés et venez avec notre touche particulière et créons un collabo fort. D'accord. On aura une diaspora compétitive, que ce soit le marché national ou le marché international. D'accord. Parce qu'on aura ce qu'on appelle ici un futur en fait de deux idéologies. Et ces deux idéologies seraient une idéologie européenne ou étrangère, une idéologie nationale. Ça crée déjà un pic. Ce pic, c'est quelque chose de raffiné. D'accord. De deux, dire à la diaspora aussi que ils ne sont pas en fait le centre du monde. Ok. Ils n'ont pas plus d'argent que ceux qui sont au Cameroun ou qui sont en train d'investir. Non. Mais ce qu'ils ont plus peut-être, c'est parce qu'ils ont visité beaucoup de pays. Ils ont vu comment ça se passe sur beaucoup d'aspects de business qui peuvent venir en fait, pas implémenter totalement, mais amener leur touche particulière. D'accord. Ouais. Et troisièmement, le passeport qu'ils détiennent, c'est quelque chose qui peut les aider en fait à faire le tour du monde pour aller ne serait-ce que la matière première ou beaucoup d'autres ustensiles ou beaucoup d'autres choses et revenir en fait pour toujours amener une touche particulière au business qu'ils vont créer. Et quatrièmement, je dirais à la diaspora en fait de s'unir en diaspora et rentrer, investir quelque chose, bénin soit-il. Pourquoi? Lorsque vous allez vous unir et rentrer, investir quelque chose, comme tu le disais de tantôt, tu disais, ce qui a perte, les charges seront partagées. Vous n'allez pas le ressentir. Oui. Et aussi, c'est ça en fait qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle votre école entrepreneuriale. Votre école entrepreneuriale. Votre storytelling. Et lorsque demain, vous voulez même investir dans notre domaine, vous partez déjà en fait des points forts que vous avez eu leur urgence et réinvestir dans un domaine tout seul, mais en étant toujours avec les frangins. Avec qui vous êtes parti. Ouais. Ça va créer quelque chose de fort. Ouais. Cinquièmement, soyez très humble lorsque vous revenez en Afrique. Comme à l'époque, les gens venaient pour doter les femmes dans des foyers, dans des maisons, ils venaient en habit déchiré et tout, on ne sait pas s'il a l'argent ou pas. Comportez-vous. Ils ont les taxes de la femme moins chères, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, bien sûr. Revenez comme ça et allez à l'échelle le plus bas pour comprendre en fait le domaine dans lequel vous voulez investir et vous montez tout doucement. Au fur et à mesure. Ce n'est pas une course de vitesse. Ouais. Certains, ça peut aller très vite, comme pour vous, ça peut ne pas aller très vite. Très vite. Ouais. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est la finalité. Ouais. L'exemple de Jésus, comme j'ai pris dans mes propos aujourd'hui, c'est vous pouvez venir à 50 ans, mais vous impactez les gens sur 2 ans et vous faites ce que les gens qui sont donnés que 50 ans n'ont pas fait en 2 ans. Parce que c'est votre moment. D'accord. Vous allez faire ressortir en fait le leadership qui sommeille en vous. D'accord. C'est non seulement une plus-value pour votre pays, pour d'autres personnes. D'accord. C'est une source d'inspiration, faut qu'on se le dise. D'accord. Et aussi, ça vous permettra en fait de réaliser en fait votre rêve et peut-être pour certains d'être mieux épanouis sur le plan financier et aussi de soutenir leur famille et soutenir beaucoup d'autres personnes qui les entourent. D'accord. Ok. C'est avec ce mot qu'on va arrêter cette interview. Donc, merci Wilson, merci d'avoir édifié mes abonnés et tout le reste. Donc j'espère qu'on se verra peut-être une autre fois pour notre podcast sur d'autres sujets intéressants. On un podcast. D'accord. D'accord.
Voilà, on essaiera d'échanger parce que c'est ensemble, c'est en s'édifiant en fait que... Merci à vous. Merci Wilson, merci.